Je pense qu'on est tous pareils, on a un abonnement à un service de streaming musical. Mais c'est vrai que passer ces 10 balles que je donne à la plateforme, je sais pas trop comment ils sont rétribués aux artistes. Et avec l'arrivée des musiques générées par IA qui sont disponibles sur ces plateformes, Spotify, Deezer, etc., on se demande où va l'argent lorsqu'on écoute ces musiques. C'est vrai qu'on s'en rend pas tellement compte, mais ça fait énormément de mal à l'industrie musicale, et j'ai invité sur ce plateau un producteur de musique de variété française, dont vous avez certainement entendu les morceaux, nous parler de l'évolution du business de la musique en France due aux plateformes, mais aussi à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, ça fait un peu froid dans le dos. Meïr, aujourd'hui, comment fonctionne le business model d'une musique sur Spotify, histoire qu'on comprenne déjà les bases? Le business model, tu vas avoir donc des artistes qui vont sortir des chansons, donc pour les diffuser donc sur les plateformes, etc. Donc ça va être la même chose sur Deezer, sur Spotify, même dans les magasins. Donc après on va parler que des plateformes. Donc tu as la chanson qui sort, donc tu passes par un distributeur. Donc soit c'est une maison de disques, soit tu as des outils comme TuneCore par exemple, qui sont des trucs pour les indépendants qui sont faits pour que tu puisses diffuser ta musique, distribuer ta musique. Et donc une fois que c'est disponible sur Spotify, après tout le monde peut aller les écouter. Et après tu vas avoir tout le système de playlist, donc sur Spotify, sur Deezer, etc. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Tu dois passer par des attachés de presse qui vont en fait pitcher tes chansons à Spotify, comme en fait ça se passe en radio. Enfin à l'époque ça se passait comme ça en radio, ça se passe toujours comme ça en radio, mais là vraiment c'est un autre métier, on va dire. Vraiment ça s'appelle pitcher pour les plateformes. Ok. Et donc je savais même pas que ça existait ce métier. C'est eux, ils vont donc faire des rendez-vous avec Spotify, leur dire voilà. Donc c'est à chaque fois un attaché de presse dépend d'un artiste, ou il a plusieurs artistes, mais on va dire chaque artiste doit avoir un attaché de presse pour ça. Et ils vont du coup pitcher leur titre et donc annoncer vendredi il y a Taylor Swift qui sort son prochain titre, c'est ça, ils font écouter un extrait, etc. Et après les plateformeurs, donc les gens qui décident des plateformes, ils sont pleins, vont eux choisir est-ce qu'on met dans telle plateforme, etc. T'as les New Music Friday et compagnie. Et là c'est là où je pense que la place est chère, quoi. T'as intérêt d'être dans la playlist. Déjà si t'as pas de pitcher tu passes pas, déjà c'est mort. Oui. Et oui après c'est vraiment comment ton pitcher il peut convaincre les gens de te mettre dans telle playlist, etc. Donc c'est très compliqué d'y entrer et ça peut te changer la vie. Quelqu'un qui est pas connu, il rentre sur Equal ou des trucs comme ça, c'est life changer franchement. Donc t'as tout ce système du coup d'entrer dans les playlists pour se faire connaître du grand public. Et ensuite la rémunération, comment ça fonctionne exactement? Et après c'est des droits d'auteur, t'as les droits de production qui sont une partie, donc quand t'as un stream, t'as une partie des droits donc qui va à la production, donc les gens qui ont produit, donc les producteurs, les investisseurs on va dire. Donc les maisons de disques, les labels, etc. Et tu as une autre partie qui va aux droits d'auteur, ça c'est pour les créatifs, donc qui est redistribué, qui est calculé, suivant, après c'est un peu compliqué, mais c'est la SACEM qui gère les droits d'auteur, je pense que vous connaissez, voilà. Et donc suivant ce que tu as fait, tu as composé, tu as écrit, etc., tu as un nombre de points et tu récupères une somme à la fin. Donc, et cet argent est distribué par la plateforme directement. C'est Spotify, avec l'argent qui s'est fait avec tous les abonnements, et va vous distribuer. Exactement, c'est ça, voilà. Par rapport aux abonnements, tout à fait. Et c'est à l'écoute du coup, c'est un pro-rata de combien t'as. Donc si t'as genre 20 écoutes, tu peux déjà avoir quelques centimes peut-être. Complètement. Complètement. Donc selon le succès de ton titre, là vraiment. C'est exactement ça, Aujourd'hui, il y a une polémique qui est apparue récemment avec des artistes qui vont vraiment commencer à boycotter Spotify. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? C'est quoi le problème avec ce système? Le vrai problème, c'est que déjà, ils rémunèrent pas beaucoup par rapport aux autres plateformes. Ça, c'est un vrai problème. C'est vrai, l'idée selon laquelle chaque plateforme va payer différemment. C'est vrai, et c'est la même chose par exemple chez les radios. C'est un truc qu'on connaît peut-être un peu mieux, ou même les programmes TV. Suivant la chaîne sur laquelle ta chanson va passer, t'as différentes rémunérations, ça dépend des pubs, ça dépend du nombre de gens qui vont être présents sur la chaîne, etc. Donc en fait, t'as beaucoup de variations. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile d'anticiper combien une chanson va te rapporter en fait au fond. Parce que ça dépend de tellement de choses, de quel moment elle est passée dans la journée, c'est hyper complexe. Donc c'est vrai que chaque plateforme a en fait des accords avec la SACEM qui sont tous différents. La SACEM se bat pour essayer de gratter le plus pour ses auteurs-compositeurs, mais Spotify fait partie de ceux qui payent le moins par exemple. Et aujourd'hui, juste à titre, entre les 4-5 grosses plateformes, qui rémunère le mieux les artistes? J'ai pas les chiffres et tout, donc je pourrais pas dire, je les connais pas par cœur, mais je crois que Deezer, ils sont plutôt bien. En tout cas, je sais qu'ils se battent plutôt pour les artistes. Après les autres, Apple Music, je crois que c'est pas loin de Spotify. Qui est purement français, il me semble. Complètement, et voilà. Donc les autres, je connais pas bien les chiffres, donc je pourrais pas dire, mais il y a quand même une différence, Pardon, Vas-y. Non, mais du coup, ça me fait penser à une chose, c'est si jamais j'ai un artiste que j'adore,
Du coup, la meilleure façon de le soutenir aujourd'hui, au-delà d'écouter en boucle ses musiques sur Spotify, du coup... D'acheter les CD. Ouais, acheter les CD. Et les concerts, maintenant, la vraie rémunération des artistes, c'est les concerts. Okay. Franchement, ah ouais. T'as une vraie différence du coup sur la rétribution d'argent. Déjà, en termes de droits d'auteur, complètement. Et même les artistes aujourd'hui, alors c'est encore plus compliqué, mais ils produisent leurs tournées, donc ils deviennent producteurs de leurs tournées. Donc en fait, ils gagnent vraiment beaucoup plus. Ça devient une entreprise personnelle, quoi. Complètement, ouais. Okay. Ouais, ils sont en général coproducteurs avec un tourneur, du coup, qui est une société qui produit des tournées. Mais en général, ouais, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. C'est que je vulgarise, mais avant, les artistes gagnaient leur vie majoritairement avec les disques et les concerts, c'était en plus pour la fanbase. Et aujourd'hui, ça s'est inversé, c'est-à-dire que le stream va juste servir à la popularité et c'est les concerts l'économie. Ouais. Ok. C'est un résumé rapide, mais c'est ça. Ouais. Est-ce que on est d'accord qu'aujourd'hui, la vente de CD, c'est résiduel par rapport aux écoutes Spotify? Ça dépend des artistes en vrai. Typiquement Lara Fabian ou même Slimane, ou tout ça, c'est des artistes qui vendent quand même pas mal en physique encore. Les gens, ils ont envie d'avoir les CD, même s'ils ont plus de quoi les écouter chez eux. Ils ont les CD. C'est la question. Bah oui. T'as les voitures en vrai. Mais encore maintenant, c'est quand même rare. Ouais. Les voitures récentes, elles ont plus trop de CD. Mais... J'ai des vinyles chez moi, j'ai absolument pas de lecteur de vinyle. C'est trop drôle. Alors ça, c'est encore autre chose. Moi, je me suis mis dans les vinyles il y a pas longtemps, donc ça c'est plus une passion. C'est encore une autre façon de consommer la musique. Après, peut-être qu'on en parlera au fur et à mesure du débat, mais ouais, du coup, le mieux c'est d'aller voir les concerts et d'acheter quand même les CD le plus possible. Donc, t'as cette réunion. Donc, mais Spotify représente quand même l'ensemble des écoutes, je suppose, d'un titre. Enfin, les plateformes aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression que tout le monde écoute des musiques sur les plateformes. Oui, complètement. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que l'industrie de la musique a changé depuis que les plateformes sont devenues aussi importantes? Complètement. Alors, je suis pas si vieux que ça, donc j'ai pas vu un grand switch extrême, mais c'est vrai que... ça fait quand même un moment que tu fais de la musique. Hein. Voilà, non, ça fait un peu plus de 10 ans, donc j'ai quand même vu pas mal de changements. Déjà, c'est sur la quantité de chansons. Ça, c'est un vrai truc. La quantité de chansons par jour qui sort, je crois que c'était autour de 10 millions, mais je suis pas sûr. Mon chiffre est peut-être faux, mais c'est un chiffre énorme, franchement. Aujourd'hui, tout le monde peut sortir de la musique. C'est ça qui est fou, qui est génial d'un autre côté, parce que c'est accessible à tout le monde. Mais c'est vrai que la quantité, elle est folle. Donc en fait, forcément, dans toute la masse, il faut réussir à sortir du lot quand on veut que ça marche. Donc ça, c'est encore plus difficile, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'à l'époque, on va parler de Claude François, de toute cette époque-là, il y avait peu d'artistes en fait qui étaient vraiment devant de la scène. Et les gens consommaient ces artistes-là, ils allaient pas forcément chercher ailleurs. Il y avait des petits émergents, mais c'est vrai qu'il y avait un truc où il y avait 2-3 artistes qui constituaient vraiment une plus grosse globalité des écoutes des gens, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes, tellement de choses que pour marcher, c'est très très difficile. Et après, moi, j'ai connu vraiment le moment où c'était la radio qui était leader. Donc, il fallait que ta chanson, quand tu veux que ça marche, ça passe sur une radio, surtout sur Énergie, qui était la radio qui avait le plus d'auditeurs. Ouais. Et qui payait le plus en droit d'auteur pour le coup. Donc il fallait qu'eux ils te valident pour que en fait ça marche. Si tu passais sur Énergie, les autres radios allaient se dire bon, eux s'ils le passent, alors on va passer chez nous aussi. Exactement. Donc il y avait plein de stratégies pour réussir à passer chez Énergie. Donc tu passais par plein de radios de province qui eux en fait ont pas peur de prendre des risques. Parce que tout est compliqué, mais les radios en fait elles sont financées par les pubs. Donc elles veulent que en fait tu restes sur la radio parce que ils ont dit que il y a Lara Fabian qui passe juste après la pub et en fait leur but c'est que tu restes pendant la pub quoi. C'est ça tout le truc, c'est ça le business. Donc ils veulent des grosses têtes mais ils veulent pas prendre de risques sur un petit artiste qui est pas connu. Eux ça les intéresse pas. Donc voilà, tu fais des stratégies avec les radios de province pour essayer de faire monter ton artiste pour que eux écoutent, ils disent franchement c'est pas mal, sur les autres radios ils ont tenté le pari, j'y vais aussi. Et après, c'est hyper strict. Je sais pas si sur Spotify, ça se passe exactement comme ça, mais en tout cas, chez Énergie, typiquement, ils passent ta chanson dans certains créneaux très précis et ils appellent les auditeurs. Est-ce que vous avez entendu ce titre? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? En fait, ils font des tests. Il y a toute une série de tests quand tu sors ta chanson. Et si ta chanson passe tous les tests, après, ils la laissent. Et après, tu as ce qu'on appelle les entrées en playlist. Là, je parle vraiment des radios. Donc, c'est 3 fois par jour, 4 fois par jour, ils vont passer ta chanson. Si tu es en croissance, on va dire, ça se passe bien, ils montent ton nombre de rotations et si ça se passe pas bien, ils sortent ta chanson quoi. Et la radio reste encore un énorme poids dans ça reste encore très important complètement, mais c'est vrai que du coup en fait c'était on appelait ça un peu les monstres des radios parce que t'avais quelques personnes qui décidaient en gros de ta carrière parce que si te passe ta chanson en fait c'est génial mais si te la passe pas t'es foutu. T'es pas foutu mais il faut que tu trouves d'autres moyens. Mais c'est vrai que c'est
un bon raccourci, on va dire. Un raccourci, des fois, ça prend des années, mais en tout cas, ça te permet d'aller un peu plus vite. Et c'est vrai que il y avait tout ce truc-là, et quand les plateformes de streaming sont arrivées, on s'est dit, c'est génial, chacun peut écouter ce qu'il veut, quand il veut. C'est beaucoup plus ouvert, en fait. Tu vois, tu dans ta voiture, t'as ta playlist ou peu importe, mais t'es pas comme dans la radio, on t'impose des chansons à écouter. Ouais. Et donc, c'est vrai que quand c'est arrivé, c'était génial. Et puis là, en fait, c'est en train de se tourner la même chose avec les playlisters et ce que je disais tout à l'heure, mais t'as des grosses playlists où en fait tu dois convaincre le mec de te passer, et en fait ça revient au même que ce qu'il y avait sur les radios, quoi. Et en plus de ça, ça paye moins, je suppose. Et en plus ça paye moins, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un espèce de boycott. Il y a même des artistes qui ont décidé de se retirer de la plateforme de Spotify pour justement boycotter la plateforme en luttant. Donc c'est contre tout ce système, je suppose, et aussi la rémunération qui est de plus en plus faible. Complètement. Donc c'est quand même un truc de ouf, quoi. Toi, je suppose, vous écoutez tous les deux. Vous êtes sur quelle plateforme? Toi, t'es sur Apple Music? Je suis sur Apple Music, ouais. Parce que j'ai un héritage. J'ai fait de la résistance au streaming pendant longtemps. J'étais très iTunes il y a très longtemps. J'achetais mes morceaux et du coup j'avais un gros catalogue iTunes, et ça me faisait mal au cœur de l'abandonner pour passer sur Spotify ou Deezer. Donc j'ai attendu qu'Apple Music arrive pour me mettre au streaming. Et oui, j'utilise beaucoup, et j'avoue aussi que comme tout le monde, je vais dans les onglets explorer, je regarde les playlists. Quand je suis à la piscine, je tape piscine dans la barre de recherche et je regarde la playlist, été summer pool, et j'écoute ça. Donc moi, je suis débile, je mets le nom de la saison. Genre, je mets hiver. Bien sûr. Été. Mais t'as ce gros business de la playlist, tu le vois dans les communications des marques. Je rebondis parce que c'est vraiment un truc dont je voulais parler, mais c'est ce qu'ils appellent des playlists utilitaires. C'est que maintenant, en fait, la musique se consomme comme ça. Tu fais ton ménage, tu tapes ménage, tu fais une playlist. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que, pour parler après du sujet du reste, de l'IA, etc., mais c'est vrai que, en fait, ça change tout. Ouais. Parce que la façon dont tu consommes ta musique aujourd'hui, c'est vraiment un peu fast fashion. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, tu t'en fous de ce qu'il y a dans tes oreilles. En gros, tu sais que ça a été trié pour ce que tu veux en faire. En fait, même tu te préoccupes même pas de ce que tu écoutes. C'est juste du flux, ce qu'on appelle la musique de flux, quoi. Il y a une marque qui avait fait beaucoup parler d'elle, une marque d'alimentation, une marque de pâtes, puisqu'elle avait proposé des playlists de 7 minutes pour que, en fait, c'était pile des chansons de pile 7 minutes pour le temps de cuisson de tes pâtes. Et du coup, tu savais qu'à la fin de la chanson, elle était al dente, quoi. C'est vrai que les playlists ont eu un impact. Enfin, je parlais de l'époque où j'achetais des choses sur iTunes. J'achetais des albums, et les albums, je les écoutais en boucle dans l'ordre de l'album. Je le fais encore sur mes artistes préférés, mais sinon, la plupart du temps, je vais écouter une playlist, voire je vais lancer les radios personnalisées qui se basent sur mes goûts et qui me mettent que des trucs que j'aime, que j'ai déjà écoutés, qui peuvent me plaire, et je me contente de ça. Donc on s'en rend pas compte, mais ça a changé. Et d'ailleurs, on parlait des façons d'aider les artistes. Acheter les albums sur iTunes, par exemple, c'est beaucoup plus rémunérateur que d'aller écouter les streams, etc. Donc mais complètement, c'est vrai que ça change la façon de fonctionner, de consommer la musique, et aussi du coup de la créer finalement, parce que après t'as des gens qui vont vraiment créer des musiques juste pour des gens qui travaillent, donc ça va être juste des bruits, des trucs, enfin voilà, et ces gens-là sont payés avec des droits d'auteur et tout, tu vois, c'est leur création, donc il y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est une autre façon c'est vrai qu'à l'époque, on a acheté les albums, on écoutait dans l'ordre, même les vinyles, pour le coup, tu peux pas sauter de chansons, enfin tu peux techniquement, mais c'est pas facile. Et du coup, même s'il y a une chanson que t'aimes moins, tu te la farcis quand même, et au final, peut-être que tu vas apprendre à l'aimer. Donc après, carrément, même. Voilà, après c'est tout un autre débat de comment les gens consomment la musique, mais c'est vrai que justement, moi je me tourne plus vers le vinyle, et c'est vrai que je réapprends à aimer aussi écouter un album de la tête aux pieds, quoi. Et puis plusieurs fois, parce que tu dois le tourner, puis t'as la flemme de changer, donc tu remets le même album en boucle, et c'est hyper intéressant. Du coup, tu connectes différemment avec la musique. Donc on parle plutôt de la consommation, mais toi, à la création, parce que t'en crées beaucoup des musiques, est-ce que quand tu crées une musique, quand t'as créé une musique, alors, donne-moi un titre qui avait bien marché, par exemple, de Slimane, je me souviens, c'était Avant toi, par exemple, que t'avais... Alors moi, j'ai pas fait Avant toi, mais typiquement, si on parle de Slimane, un single plus vieux, mais Viens on s'aime, par exemple. Viens on s'aime, que t'avais pu faire. Aujourd'hui, si tu recrées un single pour Slimane, est-ce que vous allez le créer de manière différente, liée aux algorithmes des réseaux sociaux, etc., etc. J'ai envie de dire non, parce que nous, on se considère comme des artisans de la musique, tu vois, vraiment on fait des trucs avec nos mains, on aime quand c'est comme ça, et c'est vrai qu'on fait de la musique pour exprimer des sentiments, pour exprimer des choses, et sans que ça soit vraiment tourné vers nous-mêmes, mais pour que ça nous fasse du bien à nous d'abord, avant de l'envoyer vers le monde. Donc j'ai envie de dire que moi, même si on connaît les codes, c'est un peu différent, mais on sait utiliser les codes. Typiquement, les radios, à un moment donné, il y avait des styles qui passaient en boucle, etc. Et si tu n'avais pas un peu des marqueurs de ce style,
en fait, tu passais pas. Ouais. Donc, il faut arriver à s'approprier un peu. S'approprier ces codes-là qui existent et qui sont indéniables. Tu vois, quand tu écoutes la radio, il y a plein de chansons, il y a les mêmes rythmes, il y a les mêmes. Tu vois, c'est voilà. Donc, apprendre à travailler avec ça, mais tout en donnant de la personnalité et voilà, le plus possible. Donc, je dirais pas que je le ferais différemment aujourd'hui avec les algorithmes. Le son serait différent parce que la mode change, tu vois, la façon de chapeauter le son. Mais sur la création, vraiment. Moi, non, je ferais pas les choses différemment, en tout cas. Mais on est qu'on soit d'accord. En tout cas, c'est ce que les gens se disent. Les réseaux sociaux ont eu un vrai impact sur la manière dont on fait les sons aujourd'hui. Complètement, non, mais voilà. Moi, je te parle de ça, c'est personnel. Pour toi, voilà, pour moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui analysent vraiment ce qui se passe, les tendances et tout, et qui vont se dire, ok, là, je fais tel truc parce que j'ai vu que ça marche, ça. Ils te font un package de ce qui a marché, des meilleures tendances. TikTok, quoi. Voilà, c'est TikTok, ça. C'est ça, complètement. Bah, TikTok a fait. Et c'est marrant parce que ça c'est un truc qui a changé un petit peu. Des fois avec des artistes et tout, on pense pas TikTok parce que c'est un peu brutal, mais on pense à mettre des petits hooks dans les chansons, à disséminer un peu des petits moments. On se dit ça, tu vois, il y a 3-4 phrases, ça peut être bien. Voilà, ça peut s'extraire. C'est vrai que ça a changé pour le coup. Ouais. Avant, on pensait pas du tout à ça. Tu vois, à la limite, tu disais peut-être un extrait un peu plus long pour un teaser ou pour des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est des trucs où vraiment on se dit, il peut y avoir une chorégraphie, tu vois, sur cette partie de la chanson. C'est dingue. Bah parce c'est que pas surprenant, mais ouais, c'est ça. En vrai, aujourd'hui, pour les artistes même émergents et tout, une façon de marcher, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Donc trouver les petits codes justement sur les réseaux qui font que peut-être parce qu'il y a une chorégraphie qui va être super, ta chanson elle peut pop et voilà. On parle de TikTok, c'est vrai que beaucoup de gens au final découvrent des chansons avec TikTok. Est-ce que TikTok rémunère les artistes lorsqu'elles passent? Ouais. Ça paye des droits d'auteur, etc. De la même manière qu'un Spotify. Complètement, Ah, et de la même manière que YouTube aussi. YouTube c'est pareil. Quand tes chansons passent, t'as les droits d'auteur et tout. J'allais dire YouTube, grosse plateforme aussi de musique. Complètement. Donc si t'es une tendance sur TikTok, que t'as des millions de vues, ça, pour l'artiste c'est vraiment super, quoi. C'est pas que de la visibilité. Non, c'est beaucoup de visibilité en vrai. Franchement, en termes de chiffres, j'avoue que je suis très mauvais en termes de chiffres, donc je pourrais pas dire des chiffres exacts, mais je sais que ça paye quand même. Après, c'est sûr que c'est moins qu'un achat d'une chanson, quoi, évidemment. Comment toi, justement, le problème de Spotify, du coup, on l'identifie, c'est que ça devient presque une dictature de qui aura le droit de passer ou pas et qui peut réussir. Comment ça pourrait évoluer dans le bon sens aujourd'hui, ce système? Est-ce qu'il y a des gens qui proposent des solutions ou pas? Alors, tu sais ou pas? Ça se trouve, tu sais pas. Je sais pas trop. En vrai, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça revient au final au consommateur. Pour moi, c'est vraiment le truc, la personne qui va écouter les chansons et tout, d'être curieux, d'essayer de découvrir des choses par eux-mêmes, plutôt que de se laisser, tu vois, mais je dis ça, mais moi aussi sur Netflix, je regarde les trucs et tout, je me laisse tenter, évidemment. Mais c'est vrai que, du coup, en étant dans ce milieu-là, même quand je consomme des films et tout, j'essaye moi d'aller chercher des choses que forcément l'algorithme va pas forcément me donner, parce que aussi le problème c'est que ça nous enferme. C'est-à-dire on aime 2-3 chansons puis en fait après on va avoir que ça en boucle. Ouais. Et l'idée, moi ce que j'aime c'est de découvrir des nouvelles choses. Donc pour moi ça vient aussi beaucoup des consommateurs de pas se laisser faire par la facilité. Et après en termes de plateforme, je sais pas vraiment s'il y a des solutions qui sont mises en place pour contrecarrer ça. Après, on parle de Spotify, mais Deezer, c'est la même chose. Il y a les playlists. Tout fonctionne un peu de la même façon. Apple Music, c'est la même chose. Ouais, mais Spotify, c'est les plus gros, qu'on soit d'accord. Ouais, c'est les plus gros. Et puis eux, ils sont très très connus pour leurs playlists. Plus qu'un Apple Music, par exemple, même s'ils font des playlists, c'est moins référencé, tu vois. C'est moins gage de qualité si tu passes dans tes playlists sur Apple Music. On s'en fout un peu. Alors que Spotify, c'est plus OK. Je suis passé sur Equal, t'as le truc sur Times Square, tu sais, t'as la photo, tu fais la pochette et tout. Et aussi, t'as les couvertures des playlists. Parce que t'as ton titre, s'il est bien positionné, parce que t'as les positions aussi. Si t'es 30e sur la playlist, c'est pas pareil que si t'es 2e en termes de messages que ça envoie. Et de la manière dont les gens vont écouter, ils vont mettre play sur la playlist, tu vois. Ça commence par la première. Voilà, s'ils ont 5 minutes, ils vont écouter 2 chansons, quoi. Donc voilà. Et après, donc, tu as la couverture des playlists aussi. Donc, quand tu fais la couve des playlists, c'est aussi que Spotify t'aime bien, te met en avant, etc., quoi. Ah oui, donc franchement, tout est important, en fait. On se rend compte que, et au final, toi, en tant qu'artiste, t'es là en train d'essayer d'avoir le maximum. T'essaies, quoi. Le but, c'est d'en vivre, au final, pour tout le monde. Complètement. Ouais, bien sûr. Alors, du coup, la question qu'on se pose, c'est, on a tous entendu des sons de ouf faits par l'IA, où tu peux entendre Angèle chanter une chanson de Charles Aznavour qu'elle n'a jamais fait. Et ça, tu peux en entendre en plus sur Spotify. C'est ça qui est fou, c'est que tu as des musiques IA qui sont sur Spotify. Alors, je sais pas s'il y a des royalties qui sont reversées aux créateurs de ces musiques-là. Je pense pas, apparemment non, de ce que dit Spotify. S'ils se font pas griller, oui. Ben oui, par contre, peut-être qu'il y a moyen. C'est toute la chasse aux plateformes d'éliminer ce genre. Après, il faut qu'ils soient référencés à la SACEM, je suppose, en France. Alors,
du coup, c'est hyper intéressant. Je me suis renseigné, comme je savais que je venais ici, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Alors, en fait, il y a plein de choses. Mais tu as donc des chansons qui vont être générées 100% par l'IA. Donc les trucs Suno, par exemple. Exactement. Et donc, tu as 2-3 groupes, j'ai des noms là, mais tu as The Velvet Sundown, par exemple, qui ont 1 million d'auditeurs par mois sur Spotify. C'est fou. C'est une folie. Et c'est 100% IA. 100% IA. C'est un prompt. C'est fou. C'est un prompt. et c'est vrai que tu as des trucs... Et après, voilà, c'est d'autres débats un peu plus profonds, mais qui jouent sur le côté humanoïde, c'est-à-dire que c'est des photos ChatGPT, quoi. Le truc, tu vois, leur pochette, c'est vraiment des photos... Ils te font croire que c'est un groupe. C'est pas genre assumer que c'est un truc IA et bon, ça joue le jeu, tu vois. Non, c'est vraiment, ils te font croire que c'est un groupe qui existe. Tu regardes dans leur bio, il y a écrit mi-humain, mi-robot. Enfin, c'est très très flou. Tu sais pas trop qui est derrière là-dessus. Ouais. Et ça fait partie aussi de pourquoi les gens boycottent beaucoup Spotify. C'est parce qu'en fait, Spotify met en avant ce genre de trucs. Ils sont certifiés, tu vois, donc c'est un des artistes certifiés. T'as la petite. C'est là où le mot certifié prend encore moins de sens. Déjà, il y avait Musk qui était passé par là. Donc voilà, c'est ça. Et puis après, donc ils mettent en avant des trucs créés par IA face à des gens qui font des choses même de leurs mains. Et comme on a dit, les places sont chères dans les playlists. Donc en fait, plus tu vas avoir des personnes IA qui vont faire des trucs. Et parce qu'ils peuvent entrer en playlist. Complètement. Mais là, les chansons, si elles ont 1 million d'écoutes, elles sont en playlist. C'est obligé. C'est un truc de fou. C'est dingue, ouais. Et donc, toute cette création-là, est-ce que toi, en tant qu'auteur, est-ce que vous en parlez dans le milieu de la musique ? Complètement, ouais. C'est des outils que vous regardez C'est en bien, en mal. Qu'est-ce que tu entends quand tu parles avec des franchement, il y a de tout. Il y a des gens qui sont totalement réfractaires. Okay. Et il y a des gens qui sont intéressés par le sujet. Okay. Maintenant, ça pose quand même pas mal de questions parce que toutes ces IA, elles sont entraînées avec nos chansons. Oui. Et en fait, on n'a jamais donné notre accord pour ça. Oui, ça c'est clair. Donc déjà, ça c'est un problème. Et ensuite, il y a la façon du coup de rémunérer les droits d'auteur, enfin les gens qui ont fait que ça s'entraîne, tu vois, parce qu'en fait, c'est un peu comme un Lego, on va dire. Les IA, elles vont prendre les pièces du Lego, elles vont reconstruire un Lego, un autre Lego, mais ça va être les mêmes pièces. Donc si tu donnes pas de pièces, il y a pas d'IA, quoi. Il y a pas de création, si tu veux. Donc ça, c'est un vrai gros problème et qui fait peur à tout le monde. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, donc là, nous, on fait des chansons, et puis à un moment donné, l'IA aura assez mangé, donc pourra en fait faire des chansons et on n'aura plus besoin de nous parce que elle fera toute seule. Voilà, elle fera plus vite, beaucoup moins cher surtout en vrai, parce qu'un des vrais trucs, c'est pas cher, quoi. Ça prend 2 minutes et c'est gratuit. Donc en fait, voilà. Donc ça nous fait peur. Après, attention, moi je parle de l'IA générative, donc c'est l'IA qui va générer des contenus. Après, il y a tous les outils qui sont avec l'IA, qui sont des choses qui sont incroyable. Enfin voilà, il y a plein d'outils. Et t'as des exemples de ça, justement, d'outils qui aujourd'hui vont améliorer des rythmes, vont trouver des instruments. Ouais, complètement. T'as tout. Par exemple, il y a beaucoup de beatmakers qui utilisent des samples, donc c'est des petits échantillons. Je sais pas, c'est une grosse caisse, une caisse claire, voilà, des petits bouts qu'eux ils vont mettre sur leur logiciel pour faire un rythme avec. Typiquement, la recherche de ces samples, aujourd'hui, t'as des bibliothèques et puis tu dois les écouter un par un, et voilà. Et là, t'arrives avec des outils IA où tu tapes un peu, tu fais un genre de prompt de ce que tu veux et il te le recherche ou alors il te le crée basé sur des trucs. Ça, c'est intéressant parce que tu voles rien à personne. Il crée pas le morceau, mais il te donne une base qui va permettre qui te permet de faire ça. Après, tu as des outils typiquement dans Pro Tools qui est un des logiciels de son. Maintenant, ils ont intégré la transcription vocale. Donc quand tu enregistres quelqu'un qui chante par exemple, il va t'écrire le texte en dessous. Et en fait, donc on fait des compes de voix, c'est-à-dire quand on enregistre plusieurs fois la même chanson pour sélectionner les meilleures parties. Ouais. Avant, on le faisait avec les waveforms, donc tu voyais ta waveform, tu savais à peu près que c'était ce mot-là. Bon, tu peux l'écouter évidemment, mais pour aller vite, tu sais que cette waveform c'est à peu près ça et tout, donc tu faisais ta comp comme ça. Maintenant, tu as les mots qui sont affichés en dessous et tu cliques. T'avais plus besoin d'écouter. Voilà, je veux le mot mieux sur ce truc-là, boum, je le clique. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Ah oui, tu veux entendre le moment où le chanteur a chanté mieux et tu peux entendre tous les mieux qu'il a fait et choisir le meilleur mieux. Exactement. Trop bien. Voilà, à la place de le faire à la waveform. Donc, on le faisait déjà, mais si tu veux, s'il y avait un truc où il fallait un peu deviner des fois des mots pour aller vite. Et donc, il y a énormément d'outils qui sont développés. Il y a des equalizers avec l'IA. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont assez folles et qui peuvent faire gagner du temps. Les exports, par exemple, exporter des pistes, parce que nous, on doit envoyer à des mixeurs, des trucs. Donc, des fois, tu passes 2 heures à exporter une chanson. Là, en 2 clics, ton ordi, il le fait tout seul. Toi, tu vas boire un verre et tu reviens et c'est fait, quoi. Ouais. Donc, t'as vraiment des facilités aux outils. Et toi, quand tu parlais de l'IA générative, c'est des IA, en fait, avec un prompt qui générer la musique, chanson, le rythme, la mélodie. Et puis, tu peux modifier chaque mot. Enfin, c'est assez fou, en vrai. C'est en termes de technologie, c'est incroyable. T'as essayé, toi, ou pas, ces trucs-là ? Alors, moi, j'ai pas essayé Suno. J'avoue que ça me fait un petit peu peur. Donc, voilà. Je sais qu'il faut que j'essaie un moment pour voir. Mais après, moi, j'ai essayé de remplacer des voix, par exemple. Une voix de quelqu'un, moi, je chante. Et puis, je mets Ed Sheeran à ma place, quoi. Ouais. C'est incroyable.
C'est le résultat, il est fou. Après, si tu imites un peu le mec qui chante, franchement, c'est dur de savoir que c'est fait avec l'IA. C'est très très dur. Là où tu parlais d'Angèle qui chante Charles Aznavour et tout, des fois, comme c'est pas forcément quelqu'un qui a chanté, enfin ils ont pris la chanson d'Aznavour, ils ont pris sa voix, donc t'auras les intentions, tu vois, d'Aznavour. Oui. Donc avec la voix d'Angèle, elle aurait pas chanté comme ça. Voilà. Oui. Typiquement Slimane, moi que je connais savoir par cœur pour l'avoir eu, voilà, ça fait 10 ans que je suis avec lui. Si tu veux, il y a des trucs qui sont faits avec l'IA, tu sais que c'est pas lui qui chante, tu vois, il y a des intonations, il aurait pas chanté comme ça. Alors oui, pour quelqu'un lambda qui connaît pas très bien, ça fait la blague. Ouais. Mais après, c'est pas... Il manque l'interprétation, quoi. Et voilà, et ça, c'est sûr que l'IA pourra jamais remplacer l'interprétation de quelqu'un. Le vécu que quelqu'un va mettre dans un mot, c'est pas... Alors, et justement, c'est là où, est-ce qu'il y a déjà eu un espèce... Vous en discutez, je suppose. Qu'est-ce que pensent les artistes de quand on réutilise leur voix? Est-ce que ça les amuse plus qu'autre chose aujourd'hui, ou est-ce que ça leur fait vraiment peur? Il y a les deux camps, il y a les deux camps. Il y a des gens qui se disent c'est drôle, si ça les amuse de me faire une reprise comme ça, pourquoi pas. Enfin, qu'est-ce que voilà. Et il y en a qui ont très peur parce qu'on utilise leur voix, ils ont pas donné leur accord. C'est quand même, ça leur appartient finalement. Ouais. On parle beaucoup de l'image aussi, mais la voix c'est la même chose, quoi. Ça leur appartient. Donc. Et la question qui vient, c'est est-ce que une maison de disques aujourd'hui, en tant que toi, est-ce que tu sais s'il y a des maisons de disques qui produisent des sons avec des IA ou pas encore? Alors, il y a tout un nouveau truc, c'est Timbaland qui monte un gros label d'artistes IA. C'est énorme. Assez incroyable. Très américain. Très américain. Il s'est associé avec... Le terme artiste IA, il est... Oui, déjà, il est un peu compliqué, mais c'est assez fou, en vrai. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ils veulent enlever tout l'humain qu'il y a dans les artistes. Pardon. Ouais, non, mais c'est... Voilà. Et en gros, donc, ils produisent des artistes, et eux, leur but, c'est que les artistes soient à la fois des musiciens, quoi, des chanteurs, mais à la fois donc les mêmes, hein, donc ils créent vraiment des personnes. C'est pas juste une nébuleuse, c'est vraiment une personne qui aurait un nom. Ouais. Là, le premier artiste s'appelle Tata. C'est une femme. Et en fait, donc tout est généré par l'IA. Non, de ce qu'il raconte, la musique, il a entraîné avec des trucs à lui, pas des trucs d'autres personnes. Mais bon, la femme la chanteuse a une voix de femme, donc je sais pas par quelle voix c'est passé, mais c'est pas sa voix en tout cas. Ouais, bien sûr. Donc forcément, ça a été entraîné avec quelque chose. Et donc son but, c'est que ce soit donc des chanteurs, ça soit des comédiens dans des films. Que ce soit des... Ah oui, donc c'est pas juste la musique. Non, c'est un truc un peu plus global. Là, pour l'instant, il est sur la musique parce que c'est son domaine. Son expertise. Voilà, mais il s'est associé, je crois, avec un réalisateur. Enfin, je sais pas trop, j'ai lu ça un peu rapidement, mais voilà. Et donc son but, c'est vraiment de créer des artistes 100% IA, que l'artiste ne se dise pas, je suis fatigué, qu'il a pas envie de faire telle promo, qu'en fait, il a envie de se rebeller parce qu'à un moment donné, il veut changer de style de musique. Il veut enlever tout ça qui rend les choses plus jolie et plus humaine, même si voilà, c'est les accidents qu'on aime bien dans la vie en fait. Et là, c'est un peu dystopique et problématique. L'utiliser en tant qu'outil, je vois totalement la pertinence. C'est comme tout. Maintenant, si le but est d'empêcher les artistes de contester une décision, c'est très problématique. Dans sa vision, je pense pas qu'il fait ça pour empêcher les artistes, parce qu'il dit qu'il va quand même travailler avec des artistes humains, mais c'est créer des concurrents. Ouais, bien sûr. Où il n'y a pas de défaut. C'est du dumping. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de fatigue, il y a un rythme de production qui peut être qui est en fait fou. Interminable. Ouais, c'est ça. Et donc forcément, ça fait une concurrence déloyale quelque part. Ouais, un petit peu, ouais. C'est un peu compliqué pour les concerts par contre. Pour l'instant, il n'a pas parlé des concerts parce que voilà, c'est le dernier truc qui restait, que je voulais voir comment il allait aborder le sujet. Parce qu'il y a les hologrammes et tout, bon voilà, c'est une chose, mais je pense que pour le coup, les gens, ça peut... Ils veulent voir les artistes. C'est ça, il y a un truc que tu peux pas remplacer, même croiser un artiste dans la rue, pouvoir prendre ta photo avec et tout, il y a un truc... Ça n'arrivera pas. Voilà. Alors tu pourras forcément payer un truc pour... tu prends un selfie, puis l'artiste est avec toi, voilà, il y aura forcément des trucs comme ça. Mais on est et encore, on est au début de tout ça. Oui, bien sûr, il expérimente. Toi, Nico, t'en penses quoi justement de ces musiques qu'il y a aujourd'hui, et qu'est-ce que ça t'inspire justement? Je fais partie des gens qui généralement sur toutes les innovations, je suis plutôt optimiste dans l'usage. C'est-à-dire évidemment, tu auras toujours des déviances sur tout, mais je pense que il faut voir l'IA comme un outil, que ce soit un chat GPT, que ce soit un générateur de son, un générateur d'images, et que ce qui comptera, c'est ce que les êtres humains les plus créatifs en feront pour améliorer les créations. Bien sûr. Moi, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a des initiatives cool, déjà au niveau de la génération de
de son, au niveau de la réutilisation de certains vieux bruits et de la recréation. Je sais qu'il y avait eu, alors c'était pas encore la même IA générative, mais il y a eu un morceau des Beatles il y a quelques années qui est réapparu, qui avait utilisé l'IA pour récupérer une vieille cassette qui avait été retrouvée chez John Lennon, je crois. Ouais. Donc il y a quand même des initiatives intéressantes. Maintenant, moi, j'avoue qu'un monde où j'écouterais un morceau entièrement généré par un ordinateur à qui on a donné des paroles ou à qui on a dit invente des paroles sur un thème, et même si le morceau est cool et dansant, je suis pas sûr d'avoir hyper envie de l'écouter. Je préférerais quand même que ce soit l'artiste derrière. Un artiste qui s'amuse à générer un truc en featuring avec une IA, c'est cool, parce que c'est l'artiste Damso qui a voulu. Fait ça, d'ailleurs. Damso, je crois qu'il appelait le morceau Fitia. Ouais, il y a ce côté assumé qui est sympa. Par contre, si c'est des maisons de disques derrière qui s'amusent à faire ça, je pense pas que ce soit la bonne direction. Ouais. Pour rebondir là-dessus, parce qu'on parlait des droits d'auteur et de Spotify, etc., de ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, alors il faut checker les sources, mais c'est qu'en fait, comme ça n'appartient à personne, en fait, il n'y a pas de droit d'auteur sur ces chansons-là. Ah, le gars qui a fait le prompt, est-ce qu'il peut revendiquer quelque chose là-dessus ? Non. Enfin, pour moi, non. C'est pas un truc artistique de faire ça, c'est pas un droit d'auteur. Oui. C'est pas lui qui a inventé la mélodie, tu vois, il a écrit 3 phrases. Donc, on est d'accord. Non. Et donc, de ce que j'ai compris, en fait, Spotify, donc eux, ils reçoivent tout l'argent de leur abonnement, et puis après, ils redonnent à la SACEM, etc., pour la France. En fait, comme il n'y a pas de créatifs là-dessus, il n'y a pas de droit d'auteur. Complètement. Donc en fait, il y a même des gens qui commencent à se dire, alors après c'est des théories du complot, mais est-ce que c'est pas Spotify qui est derrière ? En fait, eux, ils te créent un artiste, eux, en fait, ils te donnent des choses à consommer, donc des nouvelles chansons à écouter, etc. Qui sont très appréciables pour le grand public. Mais complètement, il y a des gens qui, vraiment, il y a des chansons que t'écoutes, tu peux pas savoir que c'est Nia qui a fait, vraiment. Voilà. Et de l'autre côté, du coup, ils ont pas de droit d'auteur à payer. Ouais. Donc en fait, ils retirent du temps d'écoute aux vrais artistes. C'est ça. Et donc en fait, ils gagnent de l'argent, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a des gens qui sont sur les enquêtes pour voir est-ce que Spotify n'est pas derrière ça, ou est-ce que c'est pas une expérimentation de Spotify pour voir à quel point ça peut avoir un impact sur le reste. On sait pas trop encore, mais c'est sûr que c'est une nouvelle ère. Ouais, en plus ça pose plein de questions, comme tu le disais, sur le droit d'auteur, même sur les chansons créées. Est-ce que quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure, qu'est-ce que si la personne se met justement à gagner de l'argent avec ça, ou Spotify se met à gagner de l'argent avec ça, après l'artiste qui a vraiment écrit la mélodie un jour peut se retourner potentiellement contre Spotify, justement. Alors ça, c'est du plagiat. Tu peux vraiment dire que c'est la même mélodie, mais c'est là où l'IA est forte. C'est qu'elle te crée le truc, c'est pas exactement pareil. T'as l'impression que c'est la même chose, mais c'est difficilement attaquable. C'est ça qui est très fort. Et le truc, c'est qu'en plus, personne défendra l'IA. Toi, tu paieras des avocats pour te battre. C'est ChatGPT qui va défendre. Ce que j'allais dire aussi, c'est que à ma connaissance, il n'y a pas de procès majeur pour le moment dans le domaine de la musique. C'est-à-dire qu'il y en a dans le domaine de l'écrit. Par exemple, il y a le New York Times qui a porté plainte contre OpenAI, ChatGPT pour l'écrit. Ouais. Et pour la vidéo, il y a Disney et Universal qui se sont associés pour porter plainte contre Midjourney, qui refaisait les personnages Disney, qui refaisait le Shrek, Frozen et tout. Et là, c'est criant. C'est du plagiat. Impossible. Quoi. Oui, le plagiat, il est assez évident. Donc on verra comment le procès s'oriente. C'était réutiliser les licences, en fait. Oui, ça se voyait. Voilà, tu lui dis de faire un ogre vert, et le truc, il te fait Shrek direct. Voilà, bon, bref. Et Midjourney, ça va être compliqué, je pense, pour eux, mais on verra. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de procès, par contre, dans le domaine de la musique pour le moment, justement. Non, pas encore. D'équivalent, genre de Universal, par exemple, ou de Sony. Non, après, pour le coup, en France, c'est la SACEM qui est vraiment, eux, pour le coup, dès que l'IA est arrivée, ils ont essayé de vraiment de cadrer les choses, même si en fait c'est un savon qui glisse, quoi. Donc c'est très très dur de cadrer. Ils ont déjà fait des choses, du coup, la SACEM, par rapport à ça ? Ils essayent. Ils sortent des notes souvent parce qu'ils font des rendez-vous justement avec les créatifs d'IA pour voir comment en fait ils peuvent, parce qu'en fait les IA se sont entraînés sur un catalogue qui existe en fait de toutes les chansons qui sont sorties, mais sans avoir d'accord. Bien sûr. Donc l'idée, ce serait au moins de pouvoir trouver une façon de, pourquoi pas, donner notre accord, mais en échange de rémunération, ou de voir comment c'est possible. Peut-être que tous les droits d'auteur qui sont générés par les IA sont reversés en fait à tous les artistes qui existent, au prorata de je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est très dur de trouver des solutions en vrai. C'est tellement une aiguille dans une botte de foin que voilà. Mais en tout cas, ils sont sur le dossier. Je sais que c'est une de leurs préoccupations fortes du moment en plus. Tu m'étonnes. Et je rebondis sur le truc des procès. Là, en regardant justement, j'ai vu une artiste qui s'appelle Novi, qui est une artiste, donc une vraie artiste, quelqu'un qui fait des chansons, qui a pas beaucoup d'auditeurs, et en fait qui a vu un profil très similaire au sien, donc qui créé totalement par une IA, pas par elle, donc il y a une photo qui lui ressemble
un petit peu. Les chansons, c'est un peu le même style qu'elle. Donc, c'est pas du plagiat parce que c'est pas les mêmes chansons. Mais globalement, en fait, ils ont fait une genre de copie et ça a genre 1 million d'auditeurs. Ok. Donc, en fait, ça fait plus peur parce que c'est des gens qui, eux, essayent de faire leur projet et tout et qui se font copier. Et je sais pas comment ils arrivent du coup à faire autant d'auditeurs, mais c'est vrai que c'est typiquement, et c'est pas la seule. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens à qui c'était arrivé. Ça rappelle tous les gens qui ont créé des images du studio Ghibli ou qui ont même, j'ai vu le film, j'ai vu quand même, alors j'ai pas regardé entier, mais j'ai vu le vrai film du Seigneur des Anneaux refait 100% en animation Ghibli, quoi. Tu te dis, mais c'est un truc de fou. Et au final, là, pareil, du coup, Ghibli, très bien, enfin, tu te dis où sont les droits de Ghibli, à quel moment il a été rémunéré, il n'a jamais été rémunéré pour ça, mais tu te dis, c'est vrai que l'alimentation de toutes ces bases de données, comment on peut la rémunérer? Est-ce que, Nico, il y a des pistes qui ont été évoquées là-dessus ou pas sur les rémunérations de base? Parce que pour le Times, etc., il y a eu des réponses qui ont été apportées par rapport à l'écrit. Il y a un cadre légal qui est difficile à mettre en place parce que quand les ordinateurs sont déjà entraînés, tu peux avoir OpenAI et Google qui demain s'engagent à dire ok, on arrête d'entraîner avec ces données-là. Oui, ils ont déjà tout téléchargé. Les modèles existent déjà. Et comment tu peux prouver tu peux pas prouver que c'est les données du studio Ghibli qui ont été utilisées et pas des répliques du studio Ghibli qui ont été utilisées. Donc il y a quasiment aucune chance que ça aboutisse un jour à une condamnation sur l'entraînement. Ce qui commence à apparaître, c'est l'idée d'avoir des copyrights ajoutés de manière discrète dans tous les fichiers. Adobe a longtemps mené la danse sur ce côté-là avec les images. L'idée que quand tu génères quelque chose, ce soit invisible de l'œil humain, mais que les ordinateurs sachent avec quel logiciel, à quelle date, les données utilisées pour l'entraînement, tout ça. Ce qui fait que tu pourrais retrouver la trace d'un plagiat sur une image générée. Après, ça va être très compliqué à mettre en place. Je pense qu'on peut espérer demander un cadre législatif là-dessus, mais qu'on n'y arrivera pas. Le truc intéressant, encore en parlant d'Adobe, c'est qu'eux font les modèles Firefly qui sont 100% entraînés avec leur propre base de données. Et ça, c'est nouveau. On voyait pas ça jusqu'à maintenant. Il y avait vraiment l'idée de faire des modèles de génération qui fonctionnaient sur tout. Là, Adobe, que ce soit sur l'audio, que ce soit sur l'image, que ce soit sur la vidéo, dit nous, les artistes, vous pouvez utiliser nos modèles, ils sont safe, vous n'aurez pas de souci avec. Donc c'est peut-être là qu'on va avoir quelque chose qui apparaît, c'est d'avoir des bases saines pour les artistes et le côté grand public qui est un petit peu plus YOLO et qui, à mon avis, va pas se réguler dans les prochaines années. Et toi, Cassim, tu parlais du Times qui avait attaqué OpenAI. Il y avait eu des suites de ça ou pas? Non, le procès est toujours en cours, mais oui, après, alors des fois, il y a aussi des accords a posteriori, comme souvent avec ce genre de... On intente un procès et en fait, finalement, ça ne va pas jusqu'à devant un juge ou un jury. Et en réalité, ça se traduit par un accord plus tard. Par exemple, il y a OpenAI qui a déjà signé des contrats avec plusieurs gros éditeurs de médias dans le monde pour dire ok, vous avez le droit de vous entraîner sur nos articles, mais du coup vous nous citez. Enfin, avec des accords, ça dépend des éditeurs, quoi. Mais en tout cas, il y a des accords d'ayant droit. Dans les évolutions récentes, il y a aussi toujours Universal au cinéma qui s'est mis à ajouter des mentions en fin de générique de fin. Il y a une mention explicite. Nous n'autorisons pas ce film à être utilisé pour entraîner une IA. Et le mentionne sur l'œuvre. C'est mentionné officiellement dans l'œuvre, dans le générique, à la fin des crédits, quoi. Donc ils essayent des trucs, mais tu sens que en fait la machine dépasse clairement. Oui. Et puis le souci, c'est qu'en plus, c'est un peu ce que disait Nicolas aussi, c'est que la technologie a dépassé même les sociétés individuelles. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, même si par exemple le procès de Disney et d'Universal va jusqu'au bout et on condamne Midjourney à rembourser 10 milliards de dollars, voilà. Et Midjourney, ils mettent la clé sous la porte, très bien, mais en fait, Midjourney, ils sont déjà un peu out. Ça fait là. C'est plus vraiment les leaders de la génération d'images par rapport au moment où le procès a commencé. Oui, ils se battent presque contre les mauvaises personnes, quoi. Et en fait, ça va tellement vite que. Et tu coupes un arbre, il y en a 15 derrière, quoi. Ça, c'est un peu tous ces problèmes-là. La technologie, elle a déjà. Et comme on le disait aussi, là, les IA, ça y est, elles sont déjà entraînées. Maintenant, elles s'auto-entraînent sur elles-mêmes. Et du coup, il n'y a plus vraiment aussi la question, même si tu leur interdis l'accès aujourd'hui à tous les films et toutes les musiques du monde entier, elles sont déjà capables de faire les choses sans qu'on leur... Mais à un moment, je pense que ça tournera en boucle. Oui, pas tout de suite, peut-être dans la question de la création. Peut-être dans 1000 ans, mais en tout cas, c'est le grand problème. Voilà. Mais bien sûr. C'est sûr que là, elles marchent parce qu'elles elles mangent tout ce qui existe, mais le jour où il n'y a plus à manger, alors oui, et puis en plus, pardon, je te coupe, mais il y a d'autres problématiques. C'est il y a comme pour aller dans ton sens.
Là, on est en train de voir, par exemple, je sais pas si vous avez vu l'orangisation des images générées par les IA. Alors là, c'est pour du visuel, du coup. Elles ont toute une teinte plutôt jaune. Mais orange. en fait, pas tant que ça, mais c'est surtout qu'elles sont de plus en plus oranges, en fait. Comme elles s'entraînent sur elles-mêmes, comme elles sont de plus en plus en train de valider statistiquement. Global vers le show, quoi. Comme statistiquement, les gens ont tendance à partager ça, en fait, ça valide statistiquement le fait que, c'est les images que les gens veulent. Et donc, elles sont de plus en plus auto-validées dans le fait de créer des images de plus en plus oranges. C'est énorme. Et donc, mais c'est ce que je disais sur le fait que ça tourne en rond et que quand on aime quelque chose, en fait, on nous donne tout ce qu'on aime autour. Mais en fait, on n'a pas l'option d'aller voir. Enfin, on a l'option, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller voir autre chose et de tomber par hasard, je sais pas, dans un magasin vinyle. Tu tombes sur un truc que tu connais pas, tu regardes, t'écoutes. En fait, la surprise. Voilà, c'est ça. Jamais t'aurais écouté ça, mais en fait, ça te permet d'ouvrir en fait ton esprit. Est-ce que toi, est-ce que tu t'es posé la question comment ça va évoluer tout ça ? Est-ce que t'as des pistes, tu te dis vas-y, ça peut-être que ça fera ça. Enfin, t'as une piste ou pas ? Ou t'es vraiment vous êtes dans le flou dans la musique ? Non, on est dans le flou, surtout qu'on sait que c'est que le début en vrai. C'est ça qui fait le plus peur et en même temps qui est le plus excitant, mais c'est qu'on sait que là on est encore au tout début de tout ce qui se passe. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on aura plein d'outils avec l'IA qui vont être géniaux pour nous aider à créer des choses. Et il y a même des musiciens qui justement développent des outils IA pour plein de choses, hein, c'est vraiment bien. Mais de l'autre côté, c'est sûr, moi disons que j'ai pas vraiment peur de ça, parce que je pense qu'il y aura toujours de la place pour des vrais humains qui créent des vraies choses, et que les vibrations dans l'air, on peut pas les remplacer avec une intelligence artificielle. Maintenant, il y a forcément des métiers qui vont changer, qui vont disparaître. Franchement, qui vont évoluer vers autre chose. Voilà, il y a des gens qui font ce qu'on appelle de la musique au mètre. C'est vraiment typiquement de la musique de flux, quoi, des trucs que tu vas voir dans des pubs, dans des choses, pas des vraies chansons de pub, mais vraiment des trucs, même t'entends pas qu'il y a de la musique presque. Musique de fond de supermarché. Voilà, exactement. Je pense que tout ça, à un moment donné, ça va être généré par l'IA. Parce que c'est pas des choses qui, forcément, créativement, sont très intéressantes à faire. Même si c'est quand même, des gens vivent de ça, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que je pense que ça va gommer pas mal de choses un petit peu comme ça. Mais qu'il y aura toujours de la place pour des artistes et pour des concerts, pour que les gens se déplacent et puissent vibrer tous ensemble dans une même pièce avec un truc que l'IA fait pas trop, c'est d'incarner en fait aujourd'hui. C'est complètement ça en fait, même les chansons, etc. Comme je disais, le poids des mots, en fait t'as vécu 10 ans pour dire un mot dans une chanson, tout ce que t'as vécu tu le mets là-dedans, ça l'IA, même si tu lui dis comment le faire, elle pourra pas le faire en fait. Je suis convaincu que ça pourra pas marcher. Donc voilà, mais ouais, c'est excitant en vrai. C'est un monde qui s'ouvre devant nous. Et question un peu indiscrète, est-ce que tu sais à ta connaissance ou dans ton entourage s'il y a des artistes qui ont sorti des chansons en leur propre nom, mais générées par IA avec leur voix, avec la voix complètement générée, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas chanté? Est-ce que tu penses que ça existe, ça, par exemple? Je sais pas, on peut penser à des artistes qui ont plus forcément la capacité de chanter totalement. C'est le nouveau playback, quoi. Et on génère sa voix. Et il y a eu une grosse rumeur qui a pas du tout été validée sur le dernier morceau de Jul, je crois, où les gens sont convaincus que c'est faux. Il a pas dit, il s'est pas positionné là-dessus, mais ouais. Est-ce que tu penses que ça existe, ça? C'est dur. Moi, en vrai, j'ai aucune idée, mais je pense qu'un artiste, quand il veut chanter, quand il veut faire des chansons, c'est au-delà de juste faire la chanson. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Et dire un message. Enfin, processus créatif. Voilà, c'est ça. Et après, finalement, la voix, c'est l'instrument qui permet de transmettre l'émotion. Mais donc, je pense que ça fait quand même partie du personnage d'un artiste de vouloir quand même chanter et incarner ses chansons. Après, pour le fun de tester. Je pense qu'il y en a qui l'ont fait, c'est sûr. Maintenant, je pense pas qu'un artiste qui existe aujourd'hui, typiquement un chanteur, demain tu vas retrouver une chanson, c'est pas lui qui chante, tu vois. Il va faire sa promotion. Ou alors, il le dira, je pense. Mais ce que je voulais dire, et c'est vrai que pour moi c'est important dans tout ça, le vrai truc des artistes et des gens de mon milieu et tout, c'est vraiment qu'il y ait une transparence. On parlait justement de notifier quand c'est fait avec l'IA, etc. Des groupes totalement créés avec l'IA qui ont une image un peu humaine. C'est vrai que c'est ça qui est un peu plus compliqué. Si c'est des robots et qu'on comprend que c'est un truc de robot. Et on met une étoile sur la pochette en disant ces artistes sont des artistes IA. Disons qu'au moins, il y a une transparence, savoir sur quoi ils se sont entraînés pour que du coup les personnes qui ont vraiment créé des choses puissent être rémunérées. Et après, voilà, mais que ce soit dans les photos, dans les trucs avec les copyrights, c'est un peu le même principe d'avoir une genre de traçabilité si elle est possible. C'est des fois compliqué, mais c'est ça un des trucs les plus importants, je pense.
Et donc au final le boycott de certains artistes est justifié, il y a vraiment des craintes dans le milieu quoi. Complètement, c'est vrai que quand on voit que eux ils certifient un artiste, enfin des artistes IA, des groupes qui n'existent pas et tout, on peut se poser la question de pourquoi et qu'est-ce que les vrais artistes vont devenir derrière tout ça. Ouais. Donc voilà. Donc du coup ça apparaît comme étant le bon moment pour faire justement jouer le rapport de force tant qu'on est au moment de bascule, c'est peut-être le bon moment justement pour essayer de faire basculer Spotify dans une forme de labellisation. Ouais. Est-ce que Spotify ira là-dedans? C'est la bonne question en tout cas. On espère. Ils n'ont fait aucune déclaration, on est d'accord à ce sujet-là? Non, j'ai pas vu, non. Ouais. Les récentes déclarations de Spotify ou disons les différentes histoires autour de Spotify depuis le début de l'année, c'est assez compliqué. C'est en dehors de l'IA, il y a l'IA, il y a des trucs dans la politique, etc. Ils enchaînent un peu les décisions qui ont plus tendance à énerver les artistes et les personnes qui sont abonnées à Spotify. Ils ont beaucoup augmenté les prix, surtout Spotify. C'est un peu ça leur guerre en ce moment. Et surtout Deezer qui se positionne sur l'IA. Je reçois beaucoup de communiqués de Deezer qui dit on supprime X milliers de morceaux générés par IA. Deezer, ils ont créé justement une IA qui permet d'analyser des musiques faites par l'IA et donc de ne pas les rentrer dans leur catalogue. Ouais, pour le coup, eux, ils sont très... ils combattent vraiment ça, ils essayent ils se mettent du côté des artistes. Voilà, de pas mettre sur leur plateforme des trucs qui sont faits par l'IA. Donc, et en parallèle, ils ont lancé un truc pour le coup marrant qui utilise l'IA, qui utilise Google Gemini précisément, qui te permet de prompter je suis en vacances, je vais à tel endroit, je suis en voiture, je veux une playlist avec 50 morceaux, des trucs un peu ensoleillés, tout ça, et ça te génère une playlist personnalisée. Et là, tu vas avoir un nouveau métier, les pitchers d'IA, les IA qui pitchent les IA. Ça fait écho à tout ce que tu disais tout à l'heure. Je me pose la question de l'impact que ça peut avoir sur ces grosses playlists. Je pense que la plupart des gens auront la facilité d'aller sur la page d'accueil et de prendre les grosses playlists. Mais malgré tout, si on peut tous avoir nos propres playlists en parlant à son téléphone le matin en disant aujourd'hui j'ai envie d'écouter ça. J'aime Jules, j'aime Damso, fais-moi une playlist qui ressemble. Il le saurait déjà, tout ça. Pour ta soirée d'anniversaire. Ça pourrait encore plus changer les playlists d'humeur en n'ayant plus des playlists d'humeur qui mettent en avant des artistes en particulier, mais qui s'adaptent à toi. Donc ça serait encore un peu nouveau. Mais tant que ces playlists-là, elles peuvent aller chercher partout, et que c'est pas juste les artistes qui ont été pitchés qui sont là-dedans, parce que du coup en fait il faut pas que ce soit dans une prébasse, idéalement que ça soit un peu plus ouvert quoi, ça serait cool en tout cas je pense pour les artistes. Et c'est là aussi où le problème de l'IA, c'est que statistiquement du coup elle va plutôt avoir tendance à remonter les mêmes chansons je pense tout le temps, logiquement. Il y a des chances que c'est déjà le cas des algos de radio personnalisés où t'écoutes la même chose tout le temps, Bon bref, on sait pas si tout ça est reluisant ou pas pour l'avenir, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'était super intéressant, Meir, d'avoir... parce que je pense qu'on a tous appris des trucs, parce que en vrai, ça nous semble tellement sombre tout ça. Tu sais, tu lâches tes 10 balles par mois. T'écoutes de la musique, c'est tout. T'écoutes de la musique et tu sais pas comment tout ça se retranscrit pour les artistes. Et donc forcément, pour nous, ça nous paraît un peu obscur. Et on nous parle d'artistes IA. C'est drôle d'aller écouter ça. Pour certains, ils trouvent ça super amusant. Ils se rendent pas compte qu'au final, ça peut faire mal à d'autres. Après, je pense qu'il y a un phénomène de mode aussi global. Et que là, en ce moment, on parle de ça. Sujet. Mais quand ça fera 10 ans qu'il y a des trucs IA qui sont un peu de la soupe, ça va nous saouler, on va retourner, je pense, vers des... Après, l'IA a tendance à s'améliorer, c'est ça le problème. Nous, de ce qu'on voit, en tout cas. Par exemple, dans la génération de vidéos ou même d'images, c'est un truc de fou. C'est impressionnant, c'est impressionnant.